Si l'on adaptait cette vie en scénario, Hollywood le refuserait, la jugeant invraisemblable. Comment un immigrant peut-il mener 3 vies impossibles, dominer le monde du sport, définir l'ère du héros d'action et accéder à la plus haute fonction politique de Californie, le tout en une seule existence? Aux yeux du public, il incarne le rêve américain par excellence. Or, les monuments sont de pierre, et cette histoire est faite de chair, de sang et de sombres secrets. Derrière ce sourire ravageur se cachait une soif implacable d'échapper à un passé brutal, une soif qui a bâti un empire mais qui a fini par menacer de détruire tout ce qu'il aimait. Nous avons vu le Terminator, mais nous n'avons pas vu le mari menant une double vie pendant 14 ans, ni l'homme fragile luttant pour respirer après une opération qui a mal tourné. Quel est le véritable prix de l'ambition démesurée? Et où est née cette flamme inextinguible? Pour comprendre la légende, il nous faut quitter les paillettes d'Hollywood et retourner aux ruines d'un pays vaincu. Arnold Alois Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 dans le petit village de Thal, aux portes de Grimecombe, est de Grèce. Mais le monde dans lequel il est né n'était pas un monde d'espoir, c'était un monde de ruines. L'Autriche était une nation brisée, vaincue lors de la Seconde Guerre mondiale, occupée par des armées étrangères et plongée dans une dépression collective et suffocante. Chez les Schwarzenegger, il n'y avait ni électricité, ni chauffage central, ni eau courante. Il fallait aller chercher l'eau au puits, même au cœur des hivers les plus rigoureux. Mais le pire dans cette maison, ce n'était pas le froid, c'était le père. Gustav Schwarzenegger était le chef de la police locale, une figure imposante et grande qui jouait de l'accordéon et inspirait la crainte. Il avait été membre du parti nazi et portait les stigmates invisibles et amers d'une guerre perdue, comme beaucoup d'hommes de sa génération. Il avait conservé l'esprit militaire. Il croyait par-dessus tout à l'ordre et à la discipline. Pour Arnold et son frère aîné, Meinhard, l'enfance n'était pas un temps de jeu, mais une discipline. Gustav les opposait lors de compétitions sportives, félicitant le vainqueur et ignorant le perdant. C'était une forme cruelle de darwinisme pratiquée dès le petit déjeuner. Et le plus souvent, Meinhard, le fils préféré, les chochos, l'emportait. Arnold était renvoyé. Son père se moquait de ses rêves, ridiculisait son physique, et parfois, sous l'emprise de l'alcool, la discipline devenait physique. On me tirait les cheveux, on me frappait avec une ceinture. Arnold s'en souviendrait plus tard, sans la moindre trace d'apitoiement sur lui-même. Le gamin d'à côté était dans le même état. C'était ainsi, tout simplement. Mais là où Meinhard a craqué sous la pression, sombrant finalement dans une vie tragique interrompue par l'alcool et un accident de voiture, Arnold s'est figé. Les sévices ne l'ont pas brisé, ils l'ont détaché. Il commença à considérer sa famille, son village et son pays comme des entités auxquelles il n'appartenait pas. Il se sentait comme un étranger chez lui. J'avais l'inévitable conviction que j'étais destiné à autre chose, dit-il. J'avais le sentiment d'être spécial. Ce sentiment avait besoin d'une direction, d'un plan. Et il l'a trouvé dans une salle de cinéma obscure de Graz, sur l'écran. Il a vu des actualités américaines, des gratte-ciels, des voitures gigantesques, du soleil et des gens qui semblaient avoir réussi. C'était l'antithèse du monde gris et vaincu de Thal. L'Amérique devint sa destination. Il ne lui manquait plus qu'un billet. L'idée lui est venue en voyant la couverture d'un magazine alors qu'il était adolescent. C'était Reg Park, un culturiste britannique devenu Mr. Universe, qui avait ensuite incarné Hercule au cinéma. Pour la première fois, Arnold a compris clairement quelle voie suivre. Ce n'était plus un vague rêve, c'était un plan. Reg Park était culturiste. Reg Park est parti en Amérique. Reg Park est devenu une star de cinéma. Je deviendrai culturiste. J'irai en Amérique. Je deviendrai une star de cinéma. Il a ramené le magazine à la maison. Sa mère, Aurelia, terrifiée par les images d'hommes huilés
et à moitié nue, crut que son fils était malade. Elle appela même un médecin. Son père se contenta de ricaner. « Pourquoi ne coupes-tu pas du bois si tu veux te servir de tes muscles ?» demanda Gustave. « Rends-toi utile. » Mais le feu était déjà allumé. Arnold s'entraînait avec un fanatisme qui effrayait son entourage. Le dimanche, jour de fermeture, il s'introduisait par effraction dans la salle de sport du quartier et s'entraînait dans le froid glacial jusqu'à ce que ses mains collent au bord d'un feu. Il ne se contentait pas de soulever des haltères. Il sculptait son véhicule d'évasion. Il a conservé cette obsession jusqu'à son service militaire obligatoire à l'âge de 18 ans. Pendant que les autres soldats se reposaient, Arnold faisait des pompes. Il était tellement absorbé par son projet qu'il a déserté son poste pour participer au concours Junior Mister Europe à Stuttgart, en Allemagne. Il n'avait ni maillot de bain, ni while de pose, ni expérience, mais il avait le projet. Il remporta le concours. À son retour à la caserne, il fut jeté au cachot pendant une semaine, une cellule sombre et isolée. Mais dans ces ténèbres, Arnold ne ressentait pas la peur. Il éprouvait un premier goût de victoire. Allongé sur le lit de camp, il souriait. Il comprit que les règles des hommes ordinaires, les règles militaires, les règles paternelles, les règles autrichiennes ne s'appliquaient plus à lui. Il avait prouvé que sa volonté pouvait plier la réalité à sa volonté. Le fils du chef de la police avait disparu. Le chêne autrichien commençait à pousser. Et son regard était fixé sur un horizon lointain. Au-delà des Alpes, Munich était la prochaine étape. Puis, Londres, mais le Graal, la Terre d'Or, l'attendait de l'autre côté de l'océan. Et Arnold savait, avec une certitude terrifiante, qu'il venait la conquérir. En 1968, à 21 ans, le rêve se concrétisa. Arnold débarqua en Amérique avec un sac de sport, un accent prononcé à peine compréhensible et une foi en son destin qui frôlait l'illusion. Il avait été recruté par Joe Weider, le parrain du culturisme, qui voyait en ce géant autrichien l'avenir de ce sport. Mais l'Amérique, terre de géants, lui réservait une dure leçon. En Europe, Arnold était un roi. À Miami, pour sa première compétition américaine, il fut vaincu. Frank Zane, un Américain plus petit et plus musclé, remporta le titre. Arnold était anéanti. Il pleura dans sa chambre d'hôtel, réalisant que la force brute ne suffisait pas. Il était, selon ses propres termes, un ballon lisse, grosse, mais sans forme définie. La plupart des hommes auraient fait leur valise. Arnold déballa son carnet. Il s'installa à Venice Beach, en Californie, le temple du culturisme. La salle de sport Gold's Gym devint son temple et la musculation, sa religion. Mais il ne s'agissait plus seulement de soulever des poids, il s'agissait d'une reconstruction scientifique. Il s'attaquait à ses mollets, à ses abdominaux, à chaque point faible avec une intensité maniaque. Il ne se contentait pas de s'entraîner. Il menait une véritable guerre contre sa propre biologie. C'était l'âge d'or. Une époque de soleil, de sueur et de camaraderie. Arnold était le centre charismatique d'une tribu de géants. Franco Columbu, Dave Draper, Ken Waller. Ils s'entraînaient ensemble, mangeaient ensemble et riaient ensemble. Mais ne vous y trompez pas, sous ces rires se cachait un prédateur. Arnold comprit très tôt que la perfection physique ne représentait que la moitié du chemin. L'autre moitié résidait dans la destruction psychologique. C'est là que la légende des jeux d'esprit a commencé. Avant une compétition, Arnold se liait d'amitié avec ses rivaux, les complimentait, puis semait subtilement le doute, qui allait se transformer en un arbre d'insécurité. Il demandait à un adversaire s'il avait été malade, car il paraissait un peu plus maigre. Il racontait des blagues sur scène pour déconcentrer ses adversaires. Il ne voulait pas seulement les battre. Il voulait leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas gagner. Cette domination psychologique a été immortalisée dans le documentaire de 1977, Pumping Iron. Le film se voulait un documentaire de niche sur un sport marginal.
Au lieu de cela, elle devint la première audition d'Arnold pour un rôle à succès. Dans le film, on le voit terrasser le jeune Lou Ferrigno, le futur Hulk. Ferrigno était plus grand, plus imposant et plus jeune. Mais Arnold était plus malin. Il traitait Lou comme un enfant, le déstabilisant dès le petit déjeuner, le dominant dans la conversation, le faisant se sentir vaincu avant même qu'il ne monte sur Sempuwasin. La caméra l'adorait. Il était arrogant, certes, mais aussi charmant, drôle et d'un charisme fou. Il a notamment comparé la sensation de congestion musculaire à la satisfaction sexuelle, une phrase devenue célèbre qui a choqué le public et fait de lui une icône culturelle instantanée. Il a sorti le culturisme des sous-sols sombres et miteux pour l'exposer au soleil californien. En 1975, après avoir remporté son 6e titre consécutif de Monsieur Olympia, Arnold avait accompli l'impossible. Il avait atteint le sommet. Il n'y avait plus de mondes à conquérir dans le culturisme. Il était le roi incontesté, la référence absolue en matière de physique pendant des décennies. Mais Arnold ne se contentait pas de sculpter son corps. Il se constituait aussi un compte en banque. Contrairement au stéréotype du culturiste idiot, Arnold était un homme d'affaires avisé dès son arrivée. Pendant que d'autres bodybuilders se prélassaient sur la plage, Arnold et son meilleur ami, Franco Colombo, lancèrent une entreprise de maçonnerie. Ils se présentaient comme des artisans européens et facturaient des prix élevés aux riches Californiens pour leurs travaux de terrasse. Il utilisa cet argent pour investir dans des cours de fitness par correspondance. Il réinvestit ensuite ses bénéfices dans des immeubles d'appartements pendant la période d'inflation des années 1970. À 22 ans, il était millionnaire, sans même avoir encore joué dans un grand film. Il avait l'argent, il avait la célébrité, il avait le physique. Alors, la vision de ce sombre théâtre de grâce lui revint en mémoire. L'ultime frontière. Il annonça à ses amis, à ses agentes, à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. « Je serai la plus grande star de cinéma au monde !» La réaction fut un rire unanime. Les agents lui ont dit que c'était impossible. Son accent était trop prononcé. On aurait dit une voix de machine, disait-il. Son nom était trop long. Schnitzel. Quoi? Se moquèrent-ils. Son physique était trop atypique pour les acteurs des années 70, petites et robustes, comme Dustin Hoffman et Al Pacino. Vous pourriez peut-être jouer un garde nazi ou un catcheur muet. Lui avait dit d'un agent. Mais un premier rôle? Jamais. Ils le regardèrent et virent un monstre. Arnold se regarda dans le miroir et y vit une opportunité. S'il était un monstre, il serait le monstre le plus cher de l'histoire. Il allait transformer ses handicaps, son accent, sa carrure, son nom, en ses plus grands atouts. Il se retira temporairement du culturisme et tourna son regard vers Hollywood. Les pontes de l'industrie pensaient pouvoir l'en empêcher. Il ne se rendait pas compte que l'homme qui se tenait à la porte portait déjà le monde sur ses épaules. Il ne demandait pas la permission d'entrer. Il s'apprêtait à défoncer la porte. Hollywood à la fin des années 1970 était un lieu de réalisme. C'était l'ère de l'anti-héros, des drames profonds et émouvants. Et voilà qu'arrivait Arnold, un effet spécial de 113 kilos fait de chair et d'os. Ses premiers essais furent maladroits. Son interprétation d'Hercule à New York fut un tel désastre que sa voix fut doublée. Mais Arnold appliqua au jeu d'acteur la même philosophie qu'à l'entraînement physique. Repetitions, des répétitions à n'en plus finir. Cours de théâtre, coaches, d'élocution, leçons pour atténuer son accent. Il s'est attaqué à son art avec une force brute. Sa percée n'a pas nécessité qu'il soit un grand acteur. Elle a nécessité qu'il impose sa présence. En 1982, Conan le Barbare sortait en salle. La critique était perplexe, mais le public était fasciné. Arnold ne se contentait pas d'incarner Conan. C'était Conan. L'épée semblait minuscule dans sa main. Son accent, que les agents disaient être sa perte,
conférait au personnage une aura antique et surnaturelle. Il était primitif, il était inarrêtable, mais c'est un film d'horreur et de science-fiction à petit budget, sorti en 1984, qui allait changer l'histoire du cinéma. Le réalisateur James Cameron avait initialement imaginé O.J. Simpson dans le rôle du Terminator, mais après un déjeuner avec Arnold Schwarzenegger, tout a basculé. Arnold, pressenti pour le rôle du méchant, a finalement été choisi pour jouer la comédie. Il ne doit pas cligner des yeux quand il tire, a dit Arnold. Il doit être une machine, aucune émotion. Cameron comprit la vérité. Cet homme n'était pas un héros humain, c'était la machine parfaite. Le film Terminator est sorti, et du jour au lendemain, les défauts d'Arnold sont devenus iconiques. Sa voix monocorde, parfaite pour un cyborg. Ses mouvements rigides, une précision robotique. Son nom imprononçable, c'était désormais la marque la plus importante au monde. Il n'a prononcé que 17 répliques dans tout le film, mais l'une d'elles, « Je reviendrai », est devenue la citation la plus célèbre de l'histoire du cinéma. Les années 80 avaient trouvé leur icône, la décennie des excès de la politique économique de Reagan, de la démonstration de force américaine sur la scène internationale, avait besoin d'une mascotte. Et ils l'ont trouvé en la personne de cet immigrant autrichien enveloppé dans le drapeau américain. Mais tout roi a besoin d'un rival, et à l'autre bout de la ville, Sylvester Stallone portait la couronne. La rivalité entre Arnold et Stallone était légendaire. Ce n'était pas seulement professionnel, c'était personnel. Ils se détestaient. Lors des soirées, ils s'échangeaient des insultes. Dans la presse, ils s'attaquaient mutuellement à leur physique. « Il ressemble à une vache », avait dit Arnold à propos de Stallone. S'en est suivi une véritable course à l'armement mondial. Si Stallone utilisait une mitrailleuse dans Rambo, Arnold, Louis, utilisait une minigun dans Predator. Si Stallone a éliminé 50 méchants, Arnold en a tué 100 en commando. Ils se sont mutuellement poussés à des sommets d'absurdité qui ont redéfini le genre du film d'action. Arnold a d'ailleurs reconnu plus tard avoir eu un coup de génie dans cette rivalité. Quand on lui a proposé le scénario d'un film catastrophique intitulé « Stop or My Mom Will Shoot », il a compris que c'était un coup fatal pour sa carrière. Il a donc fait fuiter dans la presse qu'il rêvait de jouer dans ce film. Stallone, rangé par la jalousie, a surenchéri pour obtenir le rôle. Stallone a réalisé le film. Ce fut un désastre. Arnold a gagné sans même avoir à lever le petit doigt. Au début des années 90, Arnold était intouchable. Total Recall, True Lies, Terminator 2, Le Jugement Dernier. Il n'était plus seulement une star de films d'action. Il était un genre à lui seul. Il s'est même essayé à la comédie avec Twins et un flic à la maternelle, prouvant qu'il pouvait rire de sa propre image. Il était l'acteur le mieux payé au monde. Il possédait un jet privé. Il avait des Hummers qu'il avait personnellement convaincu l'armée de vendre à des civils. Il était marié à Maria Shriver, membre de la dynastie Kennedy. Le jeune paysan autrichien avait épousé une princesse américaine. C'était la vie parfaite, l'image parfaite. Mais à Hollywood, plus on monte en grade, plus l'héritier s'amenuise, et l'arrogance qui avait bâti l'Empire commençait à créer des angles morts. Sur le plateau, Arnold était le mâle dominant. En coulisses, les rumeurs ont commencé à circuler. On parlait de ses infidélités, de son comportement grossier, d'un homme qui pensait que les règles du mariage ne s'appliquaient pas à lui, pas plus que les lois de la gravité. Il se sentait invincible. Et pourquoi pas, il avait vaincu la pauvreté. Il avait vaincu les sceptiques. Il avait vaincu Stallone. Il se mit en quête d'un nouveau défi. Le succès au box-office fut au rendez-vous. La salle de sport fut conquise. Qui restait-il? La réponse ne se trouvait pas dans un scénario, mais sur une estrade. En 2003, la Californie était plongée dans le chaos. Le gouverneur, Gray Davis, était confronté à une procédure de destitution. C'était un véritable cirque politique.
Et dans ce cirque, le Terminator a fait son apparition. Quand Arnold a annoncé sa candidature au Tonight Show de Jay Leno, cela ressemblait à un coup de pub. Le monde politique s'est moqué de lui. « C'est un acteur », disait-il. « Il ne sait pas débattre. Il ne connaît rien à la politique. » Mais ils ont commis la même erreur que les culturistes en 1970. Ils ont sous-estimé sa capacité à communiquer avec le public. Arnold n'a pas mené de campagne. Il a organisé une avant-première de film à grand spectacle. Il a fait tomber des pianos de grue pour symboliser l'abolition de la taxe automobile. Il citait des répliques de films lors des débats. Il a déferlé sur l'État comme une force de la nature. Le peuple ne voulait pas d'un politicien. Ils aspiraient à un sauveur. Ils voulaient que celui qui terrassait le prédateur résorbe le déficit. Dans une victoire écrasante qui a stupéfié le monde, l'immigrant qui ne pouvait légalement se présenter à la présidence a obtenu ce qui s'en rapprochait le plus. Arnold Schwarzenegger devint gouverneur de Californie. Le gouvernateur était né. C'était l'apogée du rêve américain. Le pauvre garçon de Thal était désormais à la tête de la 5e économie mondiale. Il avait tout, le pouvoir, la gloire, la richesse et une famille magnifique. Mais les tragédies grecques nous enseignent toujours une chose. L'orgueil précède la chute. Et Arnold était sur le point d'apprendre que si l'on peut éliminer ses ennemis à l'écran, on ne peut éradiquer les conséquences de ses propres mensonges. La bombe était déjà amorcée et elle était dissimulée au cœur même de sa maison. Sacramento, en Californie, est un cimetière pour les ambitions politiques. C'est un lieu où l'idéalisme meurt, étouffé par la bureaucratie, les intérêts particuliers et l'immobilisme. Mais Arnold, Louis, n'y voyait pas un cimetière. Il a vu un décor. Il a abordé le poste de gouverneur de la même manière qu'il avait abordé celui de Monsieur Olympia. Il croyait que son charisme et sa force de volonté suffiraient à plier le système politique à son gré. Il est resté célèbre pour avoir installé une tente à fumeurs dans la cour du Capitole, car fumer y était interdit, et pour avoir invité les législateurs à la rejoindre. C'était un coup de maître en matière de pouvoir. Venez à ma tente, fumez un cigare et négocions un accord. Pendant un temps, ça a fonctionné. Il était le gouverneur apolitique, un républicain marié à une Kennedy, socialement libéral, mais fiscalement conservateur. Il était le politicien le plus célèbre au monde. Les dirigeants du monde ne voulaient pas rencontrer le président. Ils voulaient une photo avec le Terminator. Il a fait adopter une loi environnementale historique contraignant la Californie à devenir un chef de file mondial dans la lutte contre le changement climatique. Il a investi des milliards dans les infrastructures. Gouverneur héroïque et engagé, il se rendait sur les lieux des incendies de forêt, visitait les zones sismiques et incarnait la force lorsque l'État se sentait vulnérable. Mais la politique n'est pas un film. Dans un film, le héros abat le méchant et le générique défile. En politique, le méchant vous poursuit en justice. Les syndicats se mettent en grève et les électeurs vous rejettent. En 2005, l'effet de nouveauté s'était estompé. Arnold tenta de faire adopter par référendum une série d'initiatives visant à limiter le pouvoir des syndicats qui ripostèrent avec une violence inouïe. Ils le dépeignirent non comme un héros, mais comme un tyran. Les infirmières, les enseignants, les pompiers, les véritables héros se sont dressés contre le héros de cinéma, et ils ont gagné. Arnold a été humilié aux urnes. C'était sa première défaite publique majeure depuis ses débuts en culturisme. Mais Arnold a fait ce qu'il fait toujours. Il s'est adapté, il s'est excusé et il s'est recentré. Il fut réélu en 2006, prouvant une fois de plus qu'il ne fallait jamais le sous-estimer. Cependant, son second mandat fut un véritable cauchemar. La crise financière mondiale de 2008 frappa la Californie plus durement que presque partout ailleurs. L'État était au bord de la faillite.
Arnold fut contraint de procéder à des coupes drastiques dans les programmes mêmes qu'il souhaitait protéger. Ce cote de popularité, autrefois très élevé, chuta à un niveau décroissant. Il a quitté ses fonctions en janvier 2011, non pas en grande pompe, mais dans la discrétion. Il était fatigué, l'État était à bout de force. Mais tandis que les batailles politiques se déroulaient sous les projecteurs, une guerre bien plus dangereuse se menait en silence. Durant ses 7 années au pouvoir, Arnold vécut dans une société compartimentée. Il avait le don de ranger les différents aspects de sa vie dans des cases et de les verrouiller hermétiquement. Il y avait la loge du gouverneur, la loge de la star du cinéma et la loge du mari. Mais il y avait une 4e loge. Une loge si sombre, si explosive, que l'ouvrir anéantirait tout. Depuis plus de 10 ans, un secret planait sur sa propre maison. Il s'agissait de Mildred Baena, la gouvernante de la famille, depuis de nombreuses années. Une femme en qui Maria Shriver avait toute confiance. Une femme qui était enceinte en même temps que Maria en 1997. Lorsque Mildred a donné naissance à un fils, Joseph, Arnold ne posait aucune question. Mais à mesure que le garçon grandissait, la ressemblance est devenue terriblement frappante. La mâchoire, les yeux, la silhouette. C'était une signature génétique impossible à dissimuler. Arnold n'en a jamais parlé. Il n'a jamais interrogé Mildred à ce sujet. Il a tout simplement commencé à signer des chèques. Il lui a acheté une maison. Il a subvenu aux besoins du garçon. Il enfouit ce secret au plus profond de son esprit, se persuadant que s'il ne le prononçait pas à voix haute, il n'était pas réel. Il croyait pouvoir échapper à la vérité, comme il avait toujours échappé à tout le reste. Mais Maria Shriver est journaliste. Et c'est une Kennedy. Elle a le sens de la vérité et une limite à l'humiliation. Pendant qu'Arnold s'occupait de l'État, le mariage battait déjà de l'aile. La distance qui les séparait était devenue un gouffre. Maria avait perdu ses 2 parents coup sur coup. Elle était en deuil, seule, et de plus en plus méfiante envers les chuchotements et ce garçon qui ressemblait tant à son mari. En janvier 2011, quelques jours seulement après le départ d'Arnold du poste de gouverneur, l'immunité liée au pouvoir s'est évaporée. Il n'était plus gouverneur. Il n'était plus qu'un homme. L'heure des secrets était révolue. Maria attendit qu'il quitte ses fonctions, peut-être pour préserver son héritage politique, ou peut-être pour s'assurer que les conséquences resteraient purement personnelles. Le lendemain de son départ de Sacramento, elle l'emmena chez un thérapeute. Le thérapeute regarda Arnold et dit « Maria veut savoir si Joseph est votre fils. » À cet instant, le Terminator se figea. L'homme qui avait toujours une réplique cinglante, une stratégie pour chaque adversaire et un plan pour chaque décennie se retrouva sans défense. La boîte était ouverte. Arnold regarda Maria, la femme qu'il avait défendue contre les accusations d'attouchement, qui avait fait campagne pour lui, qui avait bravé sa propre famille pour être à ses côtés. « Oui » dit-il, « c'est lui. » Et ce seul mot a suffi à faire s'écrouler la statue. Lorsque l'information a fuité en mai 2011, elle n'a pas fait que fuiter. Elle a fait l'effet d'une bombe. Le Los Angeles Times titrait « C'est un fait divers ». Quelques heures plus tard, les camions de reportage de toutes les grandes chaînes d'information du monde étaient stationnés devant la maison d'Arnold. Le public était stupéfait. Arnold Schwarzenegger, les républicains kenyans, le Superman discipliné, l'homme qui prêchait le rêve américain, menait une double vie. La trahison était totale. Ce n'était pas une simple liaison. C'était une famille secrète, dissimulée à la vue de tous pendant 14 ans. Les conséquences furent quasiment catastrophiques. Maria fit ses valises et s'installa à l'hôtel. Ses 4 enfants, Catherine, Christina, Patrick et Christopher, étaient anéantis. L'image de la première famille de Californie vola en éclats. Arnold, l'homme qui avait toujours maîtrisé le récit, se retrouva soudain les méchants de son propre film. Il reste dans la demeure vide, entouré de photos de jours meilleurs, à écouter le silence. Il n'y avait ni supporter pour l'acclamer, ni conseiller pour le briefer, seulement le poids de ses propres choix.
Il a admis plus tard que c'était le pire moment de sa vie. « J'ai infligé une douleur immense à ma famille », a-t-il déclaré. « Je devrais vivre avec ça toute ma vie. » Hollywood. Florent LeFillon a reculé. Les projets ont été annulés. Les contrats publicitaires s'évaporèrent en petit moment. Le gouverneur était devenu la risée des talk-shows de fin de soirée. Désespéré de retrouver son identité, Arnold tenta de faire la seule chose qu'il savait faire. Retour au travail, annonça-t-il pour annoncer son retour au cinéma. « Je suis de retour !» clamaient les affiches, mais le monde avait changé. Les films qu'il a produits, Le Dernier Rempart, Sabotage et Maggie, ont été des échecs commerciaux. Les spectateurs qui faisaient autrefois la queue pendant des heures avaient disparu. Le genre action avait laissé place aux super-héros et aux costumes en spandex. Arnold, qui approchait la soixantaine, paraissait fatigué. Son aura d'invincibilité avait disparu, remplacé par le visage lourd d'un homme accablé par un lourd fardeau. Les critiques étaient impitoyables. On le traitait de relique, de dinosaure tentant de rougir une dernière fois, mais Arnold persistait. Il refusait d'accepter que son heure soit venue. Il s'est entraîné plus dur. Il s'est teint les cheveux. Il a tenté de ressusciter la franchise Terminator avec Genesis. Il menait une lutte contre la reconnaissance, et pour la première fois de sa vie, il était en train de perdre. Puis, son propre corps se joignit à la rébellion. En mars 2018, à l'âge de 70 ans, Arnold se rendit à l'hôpital Cedars-Sinai pour ce qui devait être une intervention de routine, un simple remplacement de valve cardiaque. Il l'avait déjà fait en 1997. Ça devait être rapide. « Je serai de retour à la salle de sport dans une semaine », avait-il dit à ses amis. Il a été anesthésié, s'attendant à se réveiller en salle de réveil. Au lieu de cela, il s'est réveillé des heures plus tard, une sonde dans la gorge, entouré de médecins paniqués. Alors que le brouillard de l'anesthésie se dissipait, un médecin s'est penché vers lui et a murmuré des mots que personne ne veut entendre. Nous avons commis une erreur. Au cours de l'intervention, les chirurgiens ont accidentellement perforé la paroi du cœur. Il a commencé à faire une hémorragie interne. Pour le sauver, ils ont dû lui ouvrir la poitrine directement sur la table d'opération. C'était une opération à cœur ouvert d'urgence. Le Terminator avait failli y passer. Pour la première fois, la machine était véritablement hors service. La récupération ne fut pas une succession de séquences. Ce fut un véritable enfer. L'homme qui soulevait autrefois 317 kilos pouvait désormais à peine soulever une cuillère. Ses poumons étaient remplis de liquide. Sa poitrine était maintenue par des fils de fer. Il devait réapprendre à respirer. Les médecins lui avaient dit qu'il devait marcher pour éviter une pneumonie, mais se lever lui donnait l'impression d'escalader l'Everest. Il existe une vidéo de cette époque, filmée avec un téléphone portable. On y voit Arnold en blouse d'hôpital, s'appuyant sur un déambulateur. Il paraît petit, fragile, vieux. Il fait un pas en tremblant violemment. Puis un autre. Il compte. 1, 2. Ce n'était pas une performance pour une caméra. C'était un combat pour la survie. J'avais l'air d'un désastre. Il a admis plus tard. J'étais en plein désastre. Mais dans ce couloir d'hôpital, quelque chose a changé. L'arrogance de la star de cinéma, la suffisance du politicien. Tout cela s'est dissipé. Il ne restait plus que la discipline du garçon autrichien. Il ne s'intéressait pas au contrat cinématographique. Il ne s'est pas concentré sur le scandale. Il s'est concentré sur sa réputation. Encore une étape. Encore une respiration. Il a abordé sa convalescence exactement comme il avait traité ses mollets en 1968. Il a visualisé son objectif, sortir de l'hôpital, et il s'est mis au travail. 3 mois plus tard, contre toute attente, il était de retour sur le tournage de Terminator, un destin tragique. Mais quelque chose avait changé. L'homme qui arriva sur le plateau n'était plus le même qu'à son départ d'Hollywood des années auparavant. L'expérience de mort imminente l'avait dépouillé de toute vanité. Il avait cessé de chercher à dissimuler son âge.
Il a cessé d'essayer d'être le Conan de 30 ans. Il a commencé à parler d'échecs. Il a commencé à parler de vulnérabilité. Il entreprit de renouer les liens avec ses enfants, non par l'argent, mais par le temps. Il tissa même des liens avec Joseph Baena, le fils innocent né du scandale, qui avait hérité de la passion de son père pour le travail du fer. La chute avait été brutale. Cela lui a coûté son mariage. Cela lui a coûté sa réputation. Cela a failli lui coûter la vie. Mais dans les décombres de la statue qu'il avait érigée, un être humain commençait enfin à émerger. Arnold comprit qu'il ne pouvait plus être cet homme qui s'est fait tout seul. Car, comme il l'avait finalement compris, personne ne réussit seul. Et il avait beaucoup à se faire pardonner. Si vous visitez la maison d'Arnold Schwarzenegger aujourd'hui, vous n'y trouverez ni l'énergie frénétique d'un QG de campagne, ni le faste ostentatoire d'une demeure de star de cinéma. Vous y croiserez plutôt un homme de 77 ans, assis à sa table de cuisine, partageant son porridge avec un âne miniature nommé Loulou et un poney nommé Whisky. C'est une image surréaliste. Le Terminator, le barbare, le gouverneur, donnant à manger à des animaux de la ferme dans sa cuisine, mais c'est le cliché parfait de son troisième acte. Arnold est entré dans une phase que peu d'icônes parviennent à traverser avec autant d'élégance. La transition de conquérant à mentor. Il ne cherche plus à prouver qu'il est l'homme le plus fort du monde. Il sait qu'il ne l'est pas. C'est pourquoi il a consacré le reste de sa vie à une nouvelle mission, se rendre utile. Ce newsletter quotidien, The Pump, est diffusé à près d'1 million de personnes. Non pas avec des promesses de biceps gigantesques, mais avec des encouragements simples et positifs à bouger, à être en bonne santé et à trouver un sens à sa vie. Il a troqué l'épée de Conan contre la plume d'un philosophe. Mais il ne s'agit pas seulement de forme physique. Il s'agit de rédemption. Ces dernières années, Arnold a utilisé sa notoriété pour mener un combat bien plus sombre que tout ce qu'il a pu voir au cinéma. Il est devenu un fervent défenseur de la lutte contre la haine, l'antisémitisme et la montée de l'extrémisme. Et pour ce faire, il a commis l'impensable pour une personnalité publique. Il a instrumentalisé la honte de sa propre famille. Dans une vidéo devenue virale et visionnée par des millions de personnes, Arnold a parlé ouvertement de son père, Gustav. Il a parlé des hommes brisés de l'Autriche d'après-guerre, des hommes qui buvaient pour noyer leur culpabilité face aux atrocités auxquelles ils avaient participé. Il a parlé des violences physiques qu'il avait subies. On a menti à mon père. Arnold s'est adressé à la caméra, les yeux emplis d'une douleur accumulée tout au long de sa vie. Il a été trompé par un gouvernement qui lui a fait croire à sa supériorité. Il a évoqué le passé nazi de son père, non pas comme un secret à dissimuler, mais comme un avertissement aux jeunes hommes d'aujourd'hui qui flirtent avec la rage et la radicalisation. « J'ai vu où mène ce chemin », a-t-il averti. Il mène à la misère. C'était sa prestation la plus poignante. Non pas parce qu'il jouait un rôle, mais parce qu'il était enfin pleinement réel. Et qu'en est-il de la famille qu'il a brisée? Le temps, s'il ne peut effacer les cicatrices, peut parfois les atténuer. Arnold et Maria n'ont jamais officialisé leur divorce pendant 10 ans, vivant séparément, mais restant unis en tant que grands-parents de leurs nombreux petits-enfants. On le voit souvent avec ses filles et ses fils, rayonnant d'une fierté qui n'a rien à voir avec les recettes au box-office. Et puis il y a Joseph Baena, le fils caché. Le garçon qu'on ignorait est devenu un homme qui marche fièrement sur les traces de son père, soulevant des haltères dans la même salle de sport, poursuivant ses propres rêves de devenir acteur. Arnold ne l'a pas fui, il l'a pris dans ses bras. Ils se sont entraînés ensemble, un père et un fils unis par le sang et le fer, transformant une relation née du mensonge en un amour véritable. La vie d'Arnold Schwarzenegger témoigne de la puissance brute et terrifiante de la volonté humaine. Il a prouvé qu'on pouvait imaginer un avenir et le concrétiser de ses propres mains.
Il a prouvé qu'un immigrant au nom original pouvait marquer la culture américaine. Mais peut-être que sa plus grande leçon ne venait pas de ses victoires, mais de ses échecs. Il nous a appris qu'on peut se forger un corps parfait, mais qu'il finira par vieillir. On peut amasser une fortune colossale, mais elle ne peut racheter la confiance. On peut atteindre le sommet du pouvoir, mais il ne nous protégera pas de nos propres faiblesses. Au final, le chêne autrichien n'est qu'un homme qui a commis des erreurs aussi retentissantes que ses triomphes. Mize, assis dans son jardin, un cigare à la main, contemplant le soleil californien disparaître à l'horizon, il ne se retourne pas sur le passé avec regret. Il regarde vers l'avenir. Car pour Arnold, le plateau n'est jamais vraiment bouclé. Il y a toujours une autre répétition à faire. Il y a toujours une autre façon d'être utile. Le garçon de Tal qui rêvait d'Amérique ne l'a pas seulement trouvé. Il l'est devenu. C'est compliqué. Imparfaite, ambitieuse, résiliente. Et s'il pouvait parler à ce petit garçon maintenant, celui qui gèle dans une chambre sans eau courante, rêvant de géants, il ne lui dirait probablement pas comment soulever des haltères, ni comment se faire élire. Il lui dirait probablement la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. Fais-toi un boulot de dingue. N'écoutez pas les pessimistes. Et une fois au sommet, renvoyez l'ascenseur, car la vraie force ne se mesure pas à la charge que l'on peut soulever. Il s'agit de savoir combien de personnes vous pouvez inspirer. Quelle était la plus grande leçon que vous tirez du parcours d'Arnold? Est-ce sa discipline, sa capacité à s'adapter ou sa capacité à se relever après un échec? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a inspiré, aidez-nous à améliorer sa visibilité en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant pour découvrir d'autres documentaires sur les légendes qui ont façonné notre monde. En attendant, souvenez-vous, on ne gravit pas les échelons du succès les mains dans les poches.